Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Christine Brugnon-Ferrière. Bienvenue pour cette interview qui fait partie d'une longue série dans laquelle j'ai rencontré énormément de femmes ambitieuses. Des femmes ambitieuses dans le sens où elles sont audacieuses, talentueuses, inspirantes. Elles ont tout un parcours de vie vraiment enrichissant. Et au travers de ces interviews, en fait, ce que je veux, c'est vous montrer à quel point le champ des possibles est vaste, à quel point vous pouvez avoir de belles ambitions, à quel point vous pouvez rêver grand. Tout est possible en fait. Et vous verrez au travers de ces femmes, qu'elles soient très jeunes, beaucoup moins, euh, qu'elles soient sportives de haut niveau, chamanes, énergéticiennes, thérapeutes, coachs, tous les parcours sont vraiment inspirants. Alors je vous laisse découvrir ce parcours aujourd'hui et je vous dis à très vite. Aujourd'hui, j'accueille donc pour cette interview de femmes ambitieuses Sive Bruzo, voilà, que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, voilà, et avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger pour des parcours, des échanges extrêmement riches, enrichissants et inspirants. Alors, Sive, une phrase que j'ai retenue, que tu m'as dite la première fois que l'on s'est rencontrés, c'est: tu es ta propre maison. Mhm. Alors, on va parler, ça va être le fil de conducteur de cette interview, un petit peu, soi-même et la relation que l'on a, à son corps, entre autres. Mais avant, je vais te laisser te présenter. J'ai dit bonjour à tout le monde, mais en réalité, pour toi, Sive, c'est plutôt bonsoir puisque tu es, je fais cette interview à 9 heures du matin et Sive donc est à Hokkaido, c'est ça? Voilà, Où tout il à est fait. 19 heures en réalité. Donc, bah, Sive, bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir, je suis ravie de Merci t'interviewer. beaucoup. Et ben, je te laisse te présenter un petit peu, nous parler de toi. D'accord. Bah, bonjour à tous, bonsoir à toutes. Je m'appelle Sive, je suis d'origine française, mais j'ai vécu de nombreuses années à l'étranger. J'habite maintenant au Hokkaido, dans l'île la plus au nord du Japon. Je suis danseuse de Buto, je suis l'essence d'un arbre, je suis la joie incarnée, je suis une businesswoman, je suis beaucoup de choses. Alors, je crois que ton ambition profonde, intrinsèque, c'est de vivre ta vie vraiment complètement, profondément, totalement, d'accepter et d'embrasser à fond ton expérience humaine. Oui, ce qui n'a Raconte-moi un pas, petit peu. ça Ah, n'a pas toujours été le cas. Je pense pendant une grande partie de ma vie, en fait, j'ai surtout rejeté le fait d'avoir un corps, le fait d'être incarné sur cette terre. Ça se manifestait par selon ma vie, par la dépression, par le rejet du corps, par l'anorexie, par des envies de suicide. Et en fait, il a fallu vraiment deux longues maladies et deux très douloureuses maladies pour me donner un gros coup de poing et me dire: «Oh là là, attends là, on va remettre les pendules à l'heure». Donc, et c'est vrai que maintenant, c'est mon ambition, une de mes ambitions les plus profondes, c'est vraiment d'incarner toutes les facettes de cette expérience humaine, d'incarner vraiment mon corps et mes émotions, tout en sachant que je suis aussi énergie, que nous sommes tous énergie, donc d'être aussi connecté par l'aspect beaucoup plus grand de moi-même. tu as cette particularité d'être particulièrement consciente. Alors, on pourrait dire qu'on l'est toutes et tous. Malgré tout, certains le ressentent beaucoup plus profondément que d'autres, que cette vie qui nous est donnée est vraiment la seule, en fait. Et que donc, voilà, le le le, le but, l'ambition suprême, c'est de faire en sorte de vivre cette vie de façon accomplie, de vivre cette vie du mieux possible, De l'accepter en fait. de Euh, l'accepter. je crois que c'est surtout l'accepter quoi qu'il arrive.
en accepter tous les moments de joie et de bonheur et d'évolution, et tous les moments aussi où c'est difficile, parce qu'il y en aura. Tous les moments où on a l'impression de patauger dans la boue et qu'on n'avance pas, tous les défis que la vie nous lance. C'est vraiment d'accepter tout cela, et puis de se souvenir que la vie, en fait, c'est un jeu. La vie, c'est pas dramatique. Donc, il faut garder le sourire et il faut garder beaucoup d'humour. Alors malgré, toutes les épreuves que tu as traversées, dont certaines extrêmement douloureuses et on va y revenir, est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours? Donc tu es né en France, mais tu as toujours vécu à l'étranger et hem, ça m'a vraiment interpellée parce que tu as été dans de nombreux pays, tu as appris ton art, entre autres, en Himalaya, mais tu as été dans des pays aussi divers que, les États-Unis, l'Himalaya, on vient de le citer, le Japon, une grande partie de l'Asie. Donc, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce qui t'a amené sur ce chemin de découverte, de voyage? Et puis pourquoi aujourd'hui tu t'es posé à Hokkaido particulièrement? Et comment tu as découvert ton art dont on va parler, également? Mmh. Raconte-nous un petit peu. Mmh. En fait, je pense que je suis une nomade dans l'âme. Donc c'est très facile, disons, pour moi de prendre mon petit sac et de partir dans un pays inconnu et de tout recommencer à zéro. Tu dirais que c'est courageux? Oui, enfin, pour moi, j'ai jamais eu l'impression que c'était du courage, c'était juste un appel de mon instinct, un appel, oui, et je répondais à cet appel, donc j'avais pas l'impression, en fait, de faire quelque chose de courageux. Pour moi, c'était plutôt de quelque chose de naturel. Après, je ne dis pas que c'est toujours facile d'arriver dans un pays et de tout recommencer à zéro, mais j'ai pas l'impression d'avoir du courage, en fait. Je suis juste mon instinct qui me dit: «Hop, il est temps de repartir». Et ça, à partir de quel âge? J'ai commencé à vouloir vraiment vivre à l'étranger quand j'étais adolescente. C'était un rêve, je pensais que c'était un rêve, que je ne pouvais pas atteindre, et puis en fait, quand j'avais 17 ans, j'ai décidé de partir, vivre 1 an en Russie, et ça a été ça a été pour moi vraiment comme, une renaissance. Je me suis vraiment rendu compte, je le savais, mais j'ai vraiment vu dans mon corps que oui, le monde est grand, que les cultures sont différentes et que c'est passionnant, et que ce n'est pas parce que j'étais, française, que j'étais née en France, que je devais rester en France tout le temps. Donc en fait, à partir de là, j'ai eu, envie de repartir le plus vite possible. Donc c'est vrai que je n'ai pas d'expérience professionnelle en France. Toutes mes expériences ont été, à l'étranger, donc en Angleterre, au Vietnam, en Thaïlande, à Singapour, en Pourtant, Himalaya, à New York, voilà. pourtant ton expérience est très riche. Donc après la Russie, alors qu'est-ce que tu as fait en Russie, par exemple? J'habitais dans une famille d'accueil, et en fait, je faisais pas grand-chose, j'apprenais le russe et je m'ouvrais au monde, en fait. Mmh. C'est ça, j'apprenais une langue qui est magnifique, mais complètement différente de la langue française. Je m'ouvrais à une culture, à des gens qui, au départ, étaient étrangers et qui sont devenus, une seconde famille. J'ai voyagé, ouais, c'était super. Alors après la Russie, où est-ce que t'ont mené tes pas? Alors, je suis quand même rentrée un petit peu en France pour aller à l'université. Mmh mh. J'ai fini ma dernière année d'université en Angleterre, et après, je suis, partie à l'étranger. Je ne suis jamais rentrée, habiter en France. Donc D'accord. après, ça a été une Qu'est-ce que grande tu partie de l'Asie, en fait. qu'est-ce que tu as Pardon? fait à l'université? Quel type de J'ai étudié les langues étrangères, donc l'anglais, le français, le russe, mais d'un point de vue plus, économique et marketing. D'accord, Voilà, pas du tout, au point de vue littéraire. OK. Donc ensuite tu repars? Ou est-ce que Ensuite, je tu repars repars. à New York? Non, 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 New York, c'était bien plus tard. En fait, j'ai fait une première escale au Japon. Ça a été vraiment le premier pays où j'ai vécu, quelques années, Mmh mh. dans la campagne, ensuite à Tokyo.
Et après, en fait, je suis allée au Vietnam ouvrir mon premier restaurant végétarien avec une amie taïwanaise. Et ensuite à Bangkok, où on a ouvert plusieurs autres restaurants. Et puis ensuite, ça a été un petit peu éparpillé. L'Himalaya, New York, Singapour. Mm. Alors, c'est en Himalaya, je crois, que tu as découvert ou en tout cas perfectionné ton art. Donc, parle-nous un petit peu du Bhutto, justement. C'est quelque Alors, je chose de suis. probablement totalement inconnu pour la plupart des gens qui nous écoutent, ou en tout cas Mhm. plutôt méconnu, si c'est pas inconnu. Oui, tout à fait. Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas le Bhutto. C'est une danse très particulière et plus je fais du Bhutto, moins j'arrive à le décrire. Ma façon de le décrire souvent, c'est, je dis que c'est la danse de la vie, avec tout le spectrum de la lumière et des ténèbres. Donc en fait, danser le Bhutto, c'est danser la vie. Et c'est une danse qui a été créée au Japon, inventée au Japon à la fin des années 50, mais ce n'est pas du tout une danse traditionnelle japonaise. C'est une danse très intérieure, une danse qui s'appelait au départ la danse des ténèbres d'ailleurs. Donc il s'agit d'entrer dans son corps et de regarder toutes nos parts d'ombre. C'est pas forcément tout ce qui est négatif, ça peut être tout ce qu'on n'ose pas exprimer en public, tout ce qui est tabou dans la société, et utiliser ça comme matériel pour notre danse. Donc dans le Bhutto, on se défait de notre identité, de notre ego, on devient vide. Et parce qu'on est vide, on peut être dansé. Donc souvent on dit dans le Bhutto, on ne danse pas quelque chose, on ne représente pas quelque chose. Le mouvement vient de l'intérieur, on est dansé en fait. Donc c'est une danse qui est, oui, qui est très personnelle. Je pense qu'il y a autant de formes de Bhutto que de danseurs, même si après il y a des points communs. Mais c'est une danse parfois qu'on se peint le corps ou des parties du corps en blanc pour effectivement nous mettre dans une zone, dans un état différent où on oublie notre ego, on oublie notre mental, on le met de côté pour pouvoir être inspiré et pour pouvoir représenter quelque chose. D'accord. Est-ce qu'il y a un costume particulier? Pas du tout, ça peut Pas être, de costume, mais pas de costume? c'est très. Cela dépend du danseur, cela dépend de la danse, cela dépend ce qui est demandé. Il n'y a pas un costume attitré, ça peut être très élaboré ou au contraire presque nu ou totalement nu. La musique, c'est pareil, ça peut être le silence, comme des sons de nature, comme la musique classique, comme plein de sortes de musique en fait. Ça dépend vraiment de ce que le danseur veut faire passer. Et toi, aujourd'hui, donc, tu te produis sur scène? Oui, c'est ça. Et c'était une grande surprise parce que jamais je n'aurais pensé être danseuse. Je ne suis pas du tout. Je confonds la droite et la gauche. Je suis pas forcément très flexible. J'étais très timide quand j'étais petite. Jamais, mais jamais, je ne m'aurais imaginé être sur scène. Et en fait, quand j'ai découvert le Bhutto, ça a été une révélation. C'était une révélation, c'était quelque chose, c'est le Bhutto qui est venu à moi et voilà, en quelque sorte. Et je me suis rendu compte qu'en fait, eh ben, c'était un état un peu naturel pour moi. Et, euh, et donc, je suis portée par quelque chose de plus grand que moi. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive à me performer sur scène. Et maintenant, j'ai un peu plus d'expérience et un peu plus d'habitude. Donc, j'ai moins le tract, mais euh, je pense que c'est cet aspect du Bhutto qui, quand je danse, c'est pas moi, Siv, qui danse, c'est quelque chose de plus grand que moi. C'est la vie qui danse. Et je suis là euh, pour ouvrir des portes pour les gens afin qu'ils se regardent eux-mêmes, en fait. Je suis un miroir. C'est comme ça que je le vois. Je suis vraiment un miroir pour l'audience afin que eux puissent se voir et se rendre compte de quelque chose,
se rendre compte de leur part cachée, se rendre compte de ce qu'ils n'osent pas forcément exprimer et leur donner peut-être en fait la possibilité de l'autorisation en fait de le ressentir dans leur corps et peut-être après de l'exprimer dans leur vie. Donc ça peut être aussi thérapeutique. Moi, je trouve que c'est thérapeutique. De toute façon, le mouvement, quelle que soit la danse, le mouvement est thérapeutique. Mais le butto, oui, encore plus, parce qu'il s'agit vraiment oui, d'entrer dans son corps et de regarder tout ce qu'en fait, souvent, on n'ose pas du tout exprimer ou ce qu'on laisse un peu de côté. Et c'est très libérateur, parce qu'en fait, ensuite, quand on performe, on a cet espace où on peut exprimer en fait des choses que dans la vie courante, on ne peut pas forcément. Mais là, sous le couvert de la performance, on peut oser des choses en fait. Donc c'est très, très libérateur. Est-ce que c'est totalement silencieux ou est-ce que quelquefois tu peux, exprimer, que ce soit des sons, des mots? Parfois, je parle. Ces dernières années, j'ai commencé en fait à inviter la parole et le son. C'est un besoin qui s'est fait ressentir. J'avais, oui, besoin de danser aussi avec ma voix et par ma voix. Donc c'est pas chanter, je ne chante pas, mais parfois je parle. Mais D'accord, souvent, non. Souvent c'est surtout de la danse. d'accord, et quand tu parles, est-ce que c'est sous forme de questionnement justement pour, renvoyer ton audience, à des réflexions? Pas forcément, c'est très poétique en fait. Moi, j'aime beaucoup m'exprimer, par la poésie. Si je pouvais seulement m'exprimer en poésie, ce serait parfois plus facile pour moi. Donc en fait, c'est pas forcément des questions très directes, mais ce serait plutôt des questions poétiques que les gens comprennent ou ne comprennent pas. Et parfois, je m'exprime dans des langues qu'ils ne comprennent pas. Il y a 15 jours, j'ai fait une performance dans un temple bouddhiste, dans un petit village de pêcheurs ici au Hokkaido. Et donc, l'audience était japonaise et j'ai parlé en français. Donc, personne ne comprenait. Mais en fait, ça a créé une ambiance, ça attire aussi leur attention. Et il y a quelque chose qui se passe, même s'ils ne comprennent pas les mots. En fait, ils s'ouvrent à quelque chose d'inconnu, ils s'ouvrent à un mystère. Et c'est ça qui est beau. Mm. Ça leur permet aussi de voyager justement? Oui, ouais, 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 d'écouter des sons qu'ils n'entendent pas dans leur vie quotidienne. Est-ce que tu l'enseignes ah non, je t'ai posé la question, je crois. Est-ce que tu enseignes cet art? Parfois, oui. Donc, quand j'habitais à Singapour, je donnais régulièrement des cours de Buto. Depuis que je suis au Japon, un petit peu moins. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas une danse qui est connue et ce n'est pas une danse légère, en fait, parce que c'est une danse où on doit s'observer, on doit être, oui, observer les parts de soi qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et, et c'est vrai que pour les Japonais, ce n'est pas forcément une danse très facile. Donc, parfois, je donne des cours, mais pas tellement souvent, en fait, depuis que je suis au Japon. Est-ce que quand tu termines une prestation, du coup, il y a un travail d'introspection après coup, d'analyse? Ou est-ce Je que simplement n'analyse tu t'es laissé vivre, ce moment et tu n'as pas besoin de l'analyser? Comment ça se Je ne passe? veux pas l'analyser. En fait, D'accord, je ne veux pas l'analyser. Je veux vraiment rester dans mon corps parce que c'est une opportunité pour moi et pour les gens, justement, d'être dans le corps. On passe une grande partie, la plupart de notre vie dans notre mental, à justement essayer d'analyser, à essayer de comprendre, à essayer de décortiquer ce qui est le mystère de la vie. Et pour une fois là, je veux être vraiment dans le ressenti, dans le corps, dans la sagesse de mon corps, dans le mystère de mon corps. Et j'espère que l'audience, justement, va rester dans ce mystère. C'est pour ça que même s'ils ne comprennent pas forcément, je ne veux pas expliquer ma performance. S'ils prennent quelque chose, une chose, s'ils retirent une chose de ma performance, c'est merveilleux. Et ouais. je n'ai même pas besoin de le savoir, c'est vraiment un cadeau pour eux, en fait. Donc c'est vrai qu'après une performance, je n'aime pas analyser ni décortiquer ce qui vient de se passer.
Je laisse vraiment cette expérience dans le domaine du corporel et dans le domaine du mystérieux. Mmh. Alors cette expérience, elle t'a beaucoup aidée? Puisque si tu veux nous en parler, tu as été donc très malade, et tu t'es donc auto-guérie et ça, c'est quelque chose qui va certainement interpeller beaucoup de personnes qui nous écoutent. Donc est-ce que tu veux nous Mmh mh. parler de ce vécu également au travers de la maladie et comment justement tu as abordé l'auto-guérison? Donc il y a ça fait 10 ans maintenant, j'ai eu un cancer et la fibromyalgie. Donc et j'ai décidé, comme ça, que j'allais me guérir, que c'était possible et que j'avais, toutes les ressources en moi, que mon corps savait comment faire. Après moi, ma tête, je ne savais pas forcément comment faire, mais j'étais persuadée que je pouvais me guérir. Hem Dès le et c'est départ, tu as eu là où cette excuse-moi, dès le ah départ, oui, tu as eu cette conviction profonde? ah tout à fait, dès le départ, ça a été instinctif, ça a été, le cri de mon corps qui m'a dit: «Oui, oui, je peux, on va se guérir». Donc D'accord. et c'est là où le bouton justement m'a été d'une grande aide. Ça a été mon médicament, une grande partie de ma façon de me guérir en fait, c'était justement de rentrer dans mon corps pour savoir ce qui se passait. Parce que je considérais que cette maladie et que ces douleurs, c'était vraiment le cri de mon corps qui me disait: «Maintenant, il faut vraiment que tu m'écoutes. Il faut vraiment que tu écoutes ce qui se passe. J'ai à te parler». Donc en fait, ma guérison, ça a été ça, de dire à mon corps: «Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire? Quel est ton message? Douleur, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux me dire?» Donc je suis vraiment rentrée dans mon corps et j'ai commencé, une relation très très intime avec mon corps, avec la douleur, avec les différentes parties de mon corps, avec mes cellules, pour savoir en fait, c'est bien, ce qui se passait. Et donc le bouton n'a pas été la seule façon de me guérir, mais c'est vrai que ça a été une grande partie de ma guérison. Cette façon d'entrer dans le corps, mais aussi d'utiliser le mouvement pour pouvoir faire remonter des choses, faire remonter des mémoires, faire remonter des connaissances, faire remonter des réponses. Et puis ensuite avoir une plateforme où je pouvais faire sortir tout ce qui n'avait plus lieu d'être de mon corps afin que ne le garde pas. Donc, ça a été c'est un outil extrêmement puissant que j'utilise encore, même si maintenant je suis totalement guérie, mais, et qui m'a fait vraiment entrer encore plus profondément dans mon corps. J'ai une relation très, très intime avec mon corps. Mmh. Tu m'as dit que tu avais utilisé également le tambour, par exemple, Mmh mh. durant cette auto-guérison. Comment est-ce que tu l'as utilisé? Et En quel type fait, de tambour? Parce que pour certaines personnes, ça ne parle pas de ça, elles ne savent pas forcément ce que ça peut être. bah, justement, j'ai à côté de moi, voilà, mon tambour. Est-ce que tu veux y mettre un son? Oui, je veux bien. Magnifique. J'adore cette vibration. Voilà, donc certains quelle est la différence par rapport au gong, par exemple, que peuvent utiliser les asiatiques? Mmh, hem, pour moi, le tambour, c'est vraiment quand le bruit du tambour, je sais qu'il vient de l'extérieur puisque je porte le tambour devant moi, mais je le ressens dans mon corps. Libre. Ah ouais, vraiment j'ai l'impression que toutes mes cellules vibrent et Ouais. je sens non seulement dans mon cœur, mais au niveau de toutes mes cellules, en fait. C'est comme Mmh. oui, ça fait vraiment vibrer toutes mes cellules et le gong ne me fait pas la même chose, même si c'est puissant aussi, heu, mais le tambour, ça vient de très je sens que ça vient de très, très, très profondément dans mon corps, dans mon être, dans la terre, Oui, j'allais dire ça heu, rentre vraiment, cette impression mais d'être tout en à fait. ouais.
Ah Là ouais, encore, ouais, on ouais, parle tout à fait. d'énergie, hein, puisqu'on parle de vibration du son qui rentre avec nos propres vibrations, puisque le corps est constitué, je le rappelle, d'eau, à plus de 70. Donc c'est ce phénomène de vibration, heu, qui fait que du coup, il y a ce côté thérapeutique. Alors Tout à certains sont fait. complètement insensibles, hein, parce que c'est vrai qu'on peut produire ce genre de son. Certains vont rester totalement insensibles et pour d'autres personnes comme toi, par exemple, moi je le ressens avec le gong justement, on va ju vibrer, oui, dans toutes nos cellules. Tout à fait, ouais. Et ça change aussi la fréquence de notre cerveau. On rentre dans un état, encore plus profond que la méditation, un état de conscience, Modifié, différente, en fait. ouais. Voilà, un état de Comme on confiance peut l'être en de hypnose, conscience par modifiée. exemple. Un état de Voilà, conscience tout à fait. modifié. Ouais, Ouais ouais, tout à et fait. donc c'est quand tu t'imprégnais totalement de ce son que tu pratiquais de la méditation ou comment est-ce que tu travaillais à partir du tambour, pour t'auto-guérir? Je l'ai acheté, en fait, spécifiquement pour une guérison très particulière. J'avais, au tout en bas de ma colonne vertébrale, une de mes douleurs les plus profondes et les plus intenses de la fibromyalgie, celle que j'appelais en fait, la mère des douleurs parce qu'elle s'était vraiment je sentais une c'était une très, très grande douleur et je sentais qu'elle venait de très, très profondément et en fait, en allant dans cette partie de mon corps et en demandant: «Mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu?» j'ai appris que c'était en fait mes ancêtres, une de mes lignées qui était entrée dans mon corps et qui en fait attendait mon aide pour euh, pouvoir enfin mourir et pour pouvoir passer du côté des âmes en fait et pour être libérée. Donc une fois que j'ai reçu cette information, je me suis dit bah, c'est bien, mais alors comment je fais pour vous libérer? Alors, comment tu fais pour t'en libérer et comment est-ce que tu as reçu cette information? Hem, je pense, voilà, aux gens qui sont pas forcément dans le même milieu que nous, qui vont pas parler Mhm. justement de mémoire, quelle qu'elle soit, donc transgénérationnelle, par exemple. Comment est-ce que tu as reçu cette information? C'est quelque chose qui t'est apparu et dont tu as eu juste cette espèce de préscience comme ça? Ou est-ce que tu l'as travaillé justement, sous hypnose ou en travaillant tes mémoires, avec quelqu'un? En fait, je demande à mon corps. Tu demandes à ton corps, donc c'est Je encore demande là, à mon vraiment une connexion de toi à toi. Voilà. En fait, c'est comme le corps, c'est comme là, on se parle et si j'ai une question à te poser, mais que je continue à te fixer, mais sans parler, tu vas pas connaître ma question. Donc évidemment, tu vas pas me répondre. Le corps, c'est pareil. Bien souvent, on aimerait avoir toutes les réponses, mais on oublie de poser la question. Exact, Donc, il faut aller au corps, donc que ce soit le corps en entier ou une partie du corps, et poser la question. exactement. Et le corps va répondre, le corps veut vraiment notre bien-être. Le corps est là pour nous aider. Le corps veut qu'on soit en bonne santé. Le corps veut qu'on soit plein de vitalité. Le corps est vraiment là, prêt à dire des fois, je l'imagine derrière moi, là, bon allez, tu viens, t'as la question là, parce que je suis prête à te répondre. Mmh, Et donc, en fait, il faut aller vers son corps et poser la question. Et parfois, et les réponses viennent de façon différente parce que le corps est très poétique, il y a une vie et un langage très particulier. Donc, ça peut être une image, ça peut être une vision, ça peut être une idée qui vient, ça peut être une sensation dans le corps, ça peut être après dans les rêves, ça peut être quelque chose que l'on lit après. La réponse peut venir immédiatement ou des jours après ou des semaines après. Mais il faut poser la question et le corps répond toujours. mmh. Ouais, Le corps toujours répond être à toujours. l'écoute effectivement de soi et de son corps en essayant de Voilà, mettre son mental de côté, encore une fois. tout à Ça, c'est fait, souvent tout à difficile fait. dans nos civilisations, occidentales, mettre le mental de côté. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Oui, Et je pense, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment aussi mon ambition.
c'est de montrer que tout le monde peut le faire. Je ne suis pas extraordinaire, je n'ai pas des pouvoirs extraordinaires. Ou en fait, si, on les a tous. C'est ça. J'aimerais que les gens se rendent compte que tout le monde peut le faire. Après, c'est une question de pratique. Et pour certains, c'est plus facile au départ. Mais sinon, c'est une question de pratiquer et de poser la question et de commencer à avoir une relation avec le corps et de continuer et de continuer. Et d'avoir aussi cette foi absolue en soi-même. Oui, et même si des fois on l'a pas, parce qu'il y a des fois où je Oui, suis pas forcément toujours à 100 en me disant: «Oui, je suis sûre de moi et tout». Non, il y a des fois où je doute. Je doute de mon corps, je doute de moi, mais le corps ne doute pas. Le corps ne doute pas de moi. et donc quelles ont été, alors les autres, thérapies ou les autres méthodes que tu as utilisées pour arriver à te guérir finalement, totalement? J'ai utilisé, la nutriponcture, par exemple, qui marche un petit peu comme l'acupuncture, mais au lieu d'utiliser des aiguilles, ce sont des nutriments, ce sont des associations de nutriments, donc qui marchent pour, soit des maux physiques, mais aussi, des maux, spirituels ou, pour casser, des des croyances limitantes ou des relations avec des personnes, donc c'est quelque chose de très puissant. J'ai utilisé la nature, la présence, la connexion avec la nature. J'ai utilisé j'ai utilisé pas mal de choses en fait, mais en fait ce qui pourrait, récapituler le tout, c'est la confiance. La confiance que même si je ne sais pas comment faire, même si je ne comprends pas forcément tout le processus, eh bien j'ai quand même confiance et voilà. Aujourd'hui, tu es définitivement guérie de ton cancer et de ta fibromyalgie. Oui, C'est fantastique. et Et c'est tellement bon. C'est et tellement bon une vie sans douleur, c'est tellement bon une vie avec un corps sain. C'est tellement bon aussi d'avoir un esprit libéré parce qu'aussi pour le mental, en fait, souvent on pense seulement au corps, mais pour le mental, c'est ça, pour mon mental, en tout cas moi, ça a été extrêmement difficile et c'est le mental qui a mis plus de temps en fait à s'en remettre. Et là maintenant, ça y est, j'ai un mental avec tellement d'espace. après ta maladie, justement, tu m'as dit qu'après en être venue à bout, finalement, c'est la dépression qui a pris le pas. Oui. Enfin, Qui c'est pas vraiment. C'est, quand j'ai commencé à ne plus être, à ne plus à un moment, j'étais vraiment très, très mal et je sentais que j'allais mourir et quand j'ai commencé, en fait, à aller mieux, même si la fibromyalgie était encore là, donc le cancer allait mieux, mais la fibromyalgie était encore là, donc j'ai commencé à aller mieux et je n'allais plus mourir. C'est là, en fait, que, heu, j'ai, j'ai déprimé et je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais vraiment mourir. Je ne voulais pas guérir. Je voulais m'auto-guérir pour savoir ce qui se passait derrière. Donc, je voulais guérir mon énergie, mais je ne voulais pas guérir mon corps. Et que j'étais encore en rejet avec le corps et avec le fait d'être en vie. Donc, j'ai dû commencer tout un travail de retour à la source, en fait. Retour, bah, à la vie, retour à et pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de vivre? Et petit à petit à accepter mon corps et accepter le fait d'être en vie. Donc, Et ce travail, tu tout l'as fait seule aussi ou tu t'es fait accompagner? je l'ai fait seule aussi et ça a été un peu le même processus. C'est rentrer dans mon corps et demander: «Mais, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin de quels sont les souvenirs dont j'ai besoin? Quel est le chemin que je dois prendre?» Quelle a été et de voir en fait depuis toute petite aussi quelle a été mes croyances, quelle a été, ma façon de vivre, quelle a été, oui beaucoup, énormément de choses, de regarder tout ça en face, d'être honnête avec moi-même, me dire: «Bah, il y a certainement beaucoup de choses que je dois changer» et beaucoup d'acceptance.
Tu as été là aussi à même de guérir tes propres blessures ou certainement une grande partie, peut-être pas toutes, toi-même. Mmh mh. Mmh. En Parfois en lisant, je pense qu'il y a des lectures qui m'ont aussi, qui m'ont aidée et inspirée, mais en fait tout est en nous, Tout est en donc nous. Tu es et ta je suis propre version vraiment que tu dis. oui et en C'est fait c'est sympathique, oui. Moi, je dis je toujours suis que la c'est seule ta maison pardon? intérieure et toi, tu as exprimé, tu es ta propre maison, mais c'est tellement vrai. Mais c'est vrai, en fait, on est vraiment je suis la personne qui me connaît le mieux, que ce soit mon corps, mon mental, mes croyances, mon histoire. Donc il y a personne en dehors de moi qui puisse, en fait, m'apporter une réponse aussi complète que moi. Que Après, toi-même. je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les autres parce que des fois un regard extérieur, ça fait du bien. Bien sûr. Parfois, d'avoir aussi un témoin et de raconter les choses à haute voix, ça c'est nécessaire et je l'ai fait aussi. Mais en fait, après, il faut aussi se rendre compte que toutes les réponses sont en nous et vraiment, je me connais le mieux. Il y a aucun médecin qui peut me dire: «Ton corps est comme ci, comme ça». Non, Mmh. je connais mon corps mieux que personne. Ouais, et ce qui est fantastique, c'est que tu as pris la responsabilité, en fait, de tout ce qui t'arrivait, heu, de tout ce qui t'appartenait, en fait, et tu as travaillé sur toi. Mmh Donc et une c'est assez rare de prendre la responsabilité totale de ce qui nous arrive. tout à fait et une des grosses une la aussi une grande partie, en fait, de mon auto-guérison, c'est d'arrêter de me considérer comme une victime. Victime de la vie, victime des circonstances, victime de ci, victime de ça, victime, en petit, sur une petite échelle et victime sur une grande échelle et même si ça fait certainement partie de l'expérience humaine et que je ne pourrai jamais arrêter ça, j'en suis consciente et je sais qu'être victime, ça fait partie de cette expérience, mais je ne veux plus aller dans cette direction et dès que ça apparaît, je dis: «Non, non, non, je ne suis pas victime, je ne suis pas victime». Oui, parce qu'on explique, donc toujours, pour toutes celles qui nous regarderont qui nous regardent, qu'en fait, on n'est pas responsable des événements ou des situations, la plupart du temps, bien évidemment, qui nous arrivent. En revanche, on est responsable de la façon dont on les accueille, de la façon, hem, dont de ce que l'on en fait, en fait, et de la façon dont on veut les voir et les vivre. Tout à Donc on fait a le et choix, on a toujours même le plus même plus loin, je pense que peut-être pas pour tout, mais pour une grande partie, je suis aussi responsable de ce qui m'arrive. oui, Une mmh, co-création. Donc même si mon mental, n'est pas d'accord ou ne voit pas l'aspect beaucoup plus grand, il y a certainement une partie de moi, mon âme, qui a co-créé ça pour moi, pour apprendre quelque chose, même si je peux me rébeller et même si ça peut paraître vraiment très douloureux et très difficile à surmonter. tout ça, tu disais, je l'ai exprimé effectivement, donc tu en as fait un livre que tu peux nous montrer justement, à toutes celles Oui, qui auront envie de le lire. ça s'appelle Standing Naked in Front of You. En fait, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre et encore moins de le publier. Mais quand j'étais malade, en fait, j'ai, pris l'habitude de prendre des notes. Je pense que c'était pour moi une façon d'être mon témoin et et de savoir, en fait, de garder des traces de ce qui se passait ou en fait, de sortir des choses. Donc j'ai beaucoup écrit et quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai partagé avec, 1 ou 2 personnes, une petite partie de mes écrits et en fait, ces personnes m'ont dit: «Mais c'est beau ce que tu as écrit, ça inspire, il faut que tu le partages». Donc voilà, l'idée est née de rassembler toutes ces notes et d'en faire un livre et de le publier.
Donc ça a été aussi une sacrée aventure parce que c'est comme mettre un bébé au monde, sauf que là, le bébé, c'est aussi moi. Et me dire, bah voilà, maintenant, ça ne m'appartient plus, mais en même temps, tout le monde voit. Donc ça a été aussi une petite bataille ou une grande bataille intérieure, mais Oui, en parce que fait, tu c'est t'es livrée de façon intime, ce qui est quand même assez difficile. tout à fait. Et d'où le titre du livre, c'est vraiment être nu. J'ai pas cherché à changer en fait mes écrits. Une fois que j'ai pris la décision de le publier, je n'ai pas changé mes écrits afin de sembler plus spirituelle ou plus évoluée. Donc, je suis là avec mes questions, mes révoltes, mes limitations et j'offre ça au monde parce qu'en fait, je me rends compte que c'est comme un peu le bouton en fait. Ce n'est plus par rapport à moi, petite Steve. C'est quelque chose de plus grand. C'est une histoire personnelle, mais en fait, ça touche à des questions universelles. Bien sûr. Et c'est un modèle, en fait, un modèle de positif, oui, de croyances positives et porteuses, en fait, pour croire en soi, croire en sa capacité de guérir, hein, de se guérir soi-même, croire en sa capacité d'aller au bout de ses rêves aussi. Mais tout à fait. C'est aussi la vie qui nous fait vraiment envie. Quelle est ton ambition aujourd'hui? J'ai vraiment la grande ambition d'un monde où les gens sont connectés avec leur corps, là, de la façon dont je suis connectée avec mon corps. Un monde où ce sera évident que bien sûr on a une relation avec notre corps, bien sûr on parle avec notre corps, bien sûr on entend les réponses de notre corps, bien sûr on sait aussi notre esprit, on est connecté avec notre âme. C'est vraiment l'ambition pour le monde à venir et je sais que ça vient et ça commence avec moi. Alors cette ambition justement, elle est universelle et est-ce que, ton ambition à toi, comment est-ce que tu vas la vivre? Comment est-ce que tu vas mettre ça, dans ton quotidien? Est-ce que tu vas te tourner vers, une nouvelle forme d'enseignement ou peut-être une nouvelle forme de, contribution? Est-ce que tu vas en faire, un nouveau métier? Qu'est-ce que tu vas en sortir de tout ça? Tu vas te tourner C'est vers tout le d'abord bien-être? C'est vraiment intégrer en fait toutes les expériences très profondes que j'ai vécues. Certaines expériences, de mort ou d'aller dans des réalités d'autres réalités ne sont pas forcément très faciles à intégrer, donc c'est intégrer ça pour en retirer les leçons, pour m'aider et ensuite aider les autres et partager avec le monde en fait que c'est possible. Avoir une relation avec son corps, c'est possible. Être la joie, c'est possible. Se souvenir de notre essence, se souvenir de qui on est, c'est possible. C'est accessible pour tout le monde. Donc c'est pour ça que cette année, en fait, j'ai commencé à offrir des programmes en ligne parce que je veux vraiment, vraiment, vraiment partager tout ce que j'ai reçu pendant ces années de guérison, ces années de souffrance. Parce que ce sont des cadeaux et que ce sont des cadeaux que j'ai reçus non seulement pour moi, mais aussi pour partager avec le monde. D'accord. Donc ces programmes, on les retrouve en te suivant, sur Facebook, en te suivant dis-nous un petit peu, sur ta page, ton site web? Voilà, donc soit sur Facebook, soit sur Instagram et avec plus de détails en fait sur, mon site internet qui porte mon nom, sivebruzo.com. Heu, voilà. Et pour toutes celles qui voudraient aller plus loin, tu offres en cadeau suite à cette interview, 2 chapitres, je crois, de ton livre. Voilà, J'offre un pour extrait donner de mon envie livre. un extrait, voilà, pour donner envie d'aller plus loin. Oui, parce qu'il n'est pas sous forme de chapitre, mais un extrait Non. effectivement, voilà, pour aller plus loin, dans la découverte de la magnifique personne que tu es. Donc, je vais te laisser, Siv, et je te remercie infiniment pour cette interview que j'ai trouvée extrêmement enrichissante, très belle. Merci beaucoup à toi, Christine. Merci, merci infiniment.
Donc, je te dis à très bientôt et surtout, voilà, allez découvrir Sive, allez découvrir son parcours incroyable, allez voir le Bhouto justement, découvrez des images de Sive sur son site internet et de tout ce qu'elle fait de magnifique, voilà, et de la belle personne qu'elle est. Donc, je vous dis merci à toutes de nous avoir suivis et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. À bientôt.